Salut tout le monde, salut Alex. Salut Driss. Alors aujourd'hui on est au volant d'une Mercedes hybride. On a eu la chance de pouvoir essayer, on a eu un gros panel de voitures, donc toutes en motorisation hybride. Rechargeable. PHEV, donc hybride rechargeable exactement. Là on a choisi le CLA hybride rechargeable, mais on avait aussi la classe A berline. Shooting brake. Le break en shooting brake. Le GLA. En fait tu vas t'épuiser. Il y a 24 modèles chez Mercedes qui sont plug-in hybrides. Donc ça fait quand même un sacré paquet. Et en fait, tu sais, moi, avant de voir un petit peu ça en détail, jamais en fait je me suis imaginé qu'il y avait 24 modèles Mercedes plug-in hybride disponibles sur le marché. On en voit un sortir, un par-ci, un par-là, et puis à la fin, effectivement, on se retrouve avec un catalogue immense. Je me demande si c'est pas le plus gros catalogue PHEV du marché. C'est le plus gros, sachant que tu as des modèles qui commencent à dater un petit peu, donc on va revenir là-dessus un peu plus tard avec une autonomie un peu moindre. Et par exemple, la catégorie classe A, où là, tu as carrément toutes les carrosseries qui sont en motorisation hybride. Et là, la classe A, ce sont des vraies nouveautés, contrairement à ce que tu laissais entendre il y a 5 secondes, contrairement à la gamme compacte, donc les classes C, qui elles, on va dire, travaillent avec une technologie un petit peu antérieure, donc moins disante en termes d'efficience. Là, on est sur des vraies nouveautés, avec des batteries plus grosses, avec une vraie autonomie électrique qui commence à devenir vraiment intéressante. Alors, quelle différence avec cette nouvelle gamme par rapport à l'ancienne? Tu as la taille de la batterie, mais c'est pas uniquement ça, hein. C'est aussi toutes ces optimisations logicielles qui ont été intégrées dans le véhicule. Il y a ça aussi, et puis il y a le fait que sur ces nouvelles gammes, les voitures sont conçues pour être électrifiées, donc la batterie est beaucoup moins proéminente. Elle ne va pas préempter du volume de coffre. Là, elle est vraiment intégrée, ce qui fait que tu as le même coffre sur une classe A berline que sur une classe A berline PHEV, et c'est quand même vachement important. Alors, cette batterie se trouve sous la banquette arrière, donc effectivement, ça ne vient pas empiéter sur l'habitabilité. Et tu as ce moteur électrique, donc on ne va pas expliquer à nouveau comment ça fonctionne, juste en 2 mots. Le moteur électrique vient tantôt assister le moteur thermique. On peut conduire en 100% électrique, ou on va avoir un mélange des deux. Voilà, exactement. Comme une hybride classique en fait, où là on va travailler avec effectivement, tu l'as dit, une optimisation entre le thermique et l'électrique qui vont venir finalement réguler l'allure de la voiture et permettre de faire de vraies économies de carburant pour le coup. Alors la différence ici, c'est que quand tu n'as plus de batterie, tu es en 100% thermique. Voilà. Tu peux quand même récupérer de l'énergie, donc forcément en branchant ta voiture sur une borne, ou à la récupération d'énergie, tout simplement en roulant ou en décélérant, puisqu'il y a effectivement un mode qui permet de forcer la recharge de la batterie si nécessaire. Alors effectivement, ça peut paraître un petit peu incongru, mais là où ça devient intéressant, c'est dans certaines villes, pas forcément en France d'ailleurs, mais un peu partout si on voyage un peu, qui peuvent être des zones à zéro émission, et là on peut rentrer dans ces zones-là en 100% électrique. Si on n'a pas rechargé sa batterie avant et qu'on est à plat, on ne pourra pas. Du coup, tu peux forcer le système à garder un niveau de batterie. Exactement. Alors à propos de cette batterie, on va se concentrer sur cette CLA, cette belle CLA coupée que nous sommes en train d'essayer. Donc c'est une batterie de 15,6 kWh. Ouais. Comme je disais, intégrée sous la banquette arrière, ce qui ne vient pas empiéter sur l'habitabilité de la voiture. En termes d'autonomie, Alexandre, tu te souviens de tes chiffres? Alors, je me souviens pas complètement de mes chiffres, mais je crois qu'on est autour de 60 km. C'est exactement ça, c'est environ 62 km. Donc ça, c'est ce qui est annoncé. Nous, ce matin, on était à 99%. On nous disait qu'il y avait à peu près 47 km, je crois, de mémoire. Alors, alors, pourquoi pas 62 ou pas 60? Ça dépend évidemment de plein de choses, des conditions atmosphériques, de la température extérieure, du style de conduite, de la température intérieure qu'on demande. De l'algorithme aussi qui apprend en fonction de la manière dont tu conduis. Alors, je ne sais pas si c'est le cas exactement pour Mercedes. Donc, voilà pourquoi, effectivement, tu vas acheter ta voiture. On t'a annoncé 62 et plus, et qu'au final tu te dis mince, moi il me dit que je n'ai que 40 et quelques kilomètres, sachant effectivement que le dénivelé aussi va avoir une grosse importance, parce qu'il y aura de la récupération d'énergie qui sera plus fort. Et toujours au niveau de la batterie, au niveau des temps de recharge sur une prise, l'avantage c'est que tu rentres à la maison, tu branches ça sur une prise secteur dans ton garage, tu branches le soir et tu recharges toute la nuit.
nuit. On n'a pas besoin forcément d'acheter un équipement spécial pour recharger, même si c'est conseillé d'avoir au moins ce qu'on appelle une prise renforcée, mais on peut le brancher sur sa prise de garage ou sa prise de jardin si on n'a pas de garage, ce qui est quand même intéressant parce que l'installation d'une vraie borne de recharge chez soi, ça peut être assez coûteux, c'est pas forcément accessible à tout le monde, soit en termes d'équipement, soit en termes de budget. Donc c'est intéressant de pouvoir se brancher sur une bête prise de jardin. Ça va charger moins vite, mais ça va charger quand même. Alors ça chargera en 4h13 sur une prise. Sur le réseau public, vous pouvez aller jusqu'à 39 minutes seulement. Tu parlais tout à l'heure aussi du prix que ça peut coûter. Faut savoir qu'au moment où on tourne cette vidéo, il y a et puis régulièrement dans l'année, oui. Mercedes vous fait des offres, donc vous avez forcément la voiture, mais vous pouvez aussi bénéficier de subventions pour installer la borne. Alors au niveau des modes de conduite, c'est du classique, hein. Vous avez un petit curseur au niveau de la console centrale, donc tu passes en mode sport par exemple si tu veux uniquement utiliser le moteur thermique, et tu as aussi des modes qui sont 100% électriques, donc là on force le moteur électrique à condition bien entendu d'avoir encore de l'électricité dans la batterie. Et alors Alex, niveau sensation de conduite, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah écoute, alors moi qui ai déjà conduit cette berline en version classique, on sent qu'il y a quand même quelques kilos de batterie derrière, ça c'est indéniable. Maintenant, ça reste quand même très très bien intégré, les batteries sont de toute façon placées de façon à, on va dire, le moins possible préempté sur le toucher de route, la sensation de conduite, etc. Donc on reste dans un véhicule qui est relativement dynamique et relativement sain en termes de sensation de conduite. Il y a différentes configurations possibles, mais là on est dans une version essence électrique, c'est très doux. C'est très doux, et en même temps, si on a besoin de reprise, si on a besoin de doubler, si on a besoin d'accélérer fort, bah c'est là que le boost électrique rentre vraiment en jeu, et il n'y a pas de souci, enfin, on peut se sentir au volant d'une sportive aussi. Pour ma part, ce qui m'a marqué, bon, c'est un peu une constante, hein, surtout ces modèles hybrides, pardon, c'est déjà au départ quand tu roules en électrique et que tu n'as pas un bruit. Alors cette autonomie, effectivement, elle est petite, mais au quotidien, ça suffit amplement. Selon les études, hein, de mémoire, c'est entre 35 et 45 km. Ouais, les gens font moins de 50 km par jour, on va dire en moyenne. 50 km par jour, donc ça suffit. Tu peux rouler tous les jours en électrique. Et après, moi, ce qui m'a marqué, c'est la souplesse du véhicule. C'est vraiment, c'est super agréable à conduire, à amener. La direction est très souple. Après, bon, forcément, c'est pas typé sportif, hein, comme véhicule, mais pour un véhicule familial, j'ai vraiment trouvé ça très très agréable, très confortable. Et effectivement, tu appuies sur l'accélérateur et là, tu as la ressource nécessaire. Et ça, c'est vraiment bien, je trouve. Alors, toi qui as déjà roulé pas mal en Mercedes, notamment en Mercedes électrique, est-ce qu'on peut dire un petit quelque chose du système embarqué, de la gestion de l'électrique par le système embarqué et les applications qui lui sont liées? Alors, tu as plusieurs points qu'il faut retenir. Bon, si tu es en mode 100% électrique, tu vas pouvoir utiliser les palettes pour forcer plus ou moins la régénération, et tu peux conduire à une pédale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu es en mode hybride, là, les palettes, ça va revenir en fonctionnement normal. Donc, ce sont les rapports au volant. C'est ça. Autre chose, c'est que le système sera d'autant plus optimisé que tu auras saisi une destination dans le GPS. Parce que le GPS va savoir où tu vas aller, va savoir les moments où tu vas pouvoir récupérer de l'énergie. Le GPS va aussi connaître le dénivelé. Et à partir de là, si tu veux, tu vas avoir une gestion beaucoup plus fine de l'autonomie électrique. Ok, et c'est intéressant ce que tu dis. En gros, non mais ce que je veux dire, c'est que ces voitures, donc elles sont évidemment compatibles CarPlay, Android Auto, etc. Ce qu'en général on a tendance à utiliser quand on a aujourd'hui une voiture, parce que on a tout son système qu'on connaît bien, l'ergonomie est parfaite, on a sa musique et tout. Là, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il vaut mieux utiliser le système embarqué pour optimiser la consommation électrique. Voilà, exactement. Alors, c'est à double tranchant parce que, comme tu disais, moi, j'ai fait des tests en profondeur entre les différents systèmes. Et il s'avère que ces systèmes embarqués, au niveau de la navigation, il y a quand même des lacunes par rapport à un Google Maps ou un Waze.
tu gagnes du temps. Les parcours, si tu veux, en termes d'embouteillage, sont généralement meilleurs quand tu utilises ces applications via CarPlay ou Android Auto que le système embarqué. En revanche, tu ne peux pas bénéficier de cette gestion optimisée de la batterie et le système ne va pas en profiter. Alors ça va venir chez Apple, hein, ça, mais on n'y est pas encore. Alors dans l'idéal, si tu veux, dans un système comme le MBUX de Mercedes, c'est que tu as là, dans notre configuration, tu as deux écrans. Tu as l'écran d'instrumentation et tu as l'écran d'infodivertissement. Donc l'instrumentation, tu peux répliquer la navigation et tu as aussi un HUD. Donc dans le fond, tu te dis que ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir sur l'écran d'infodivertissement, avoir la navigation CarPlay et avoir la navigation optimisée dans l'instrumentation et le HUD, de sorte que tu puisses utiliser les deux, tu vois, pour éviter les embouteillages et pour profiter des économies d'énergie. Malheureusement, quand tu actives l'un des systèmes, le deuxième est désactivé. C'est ça. Alors tu parlais du prix. Alors effectivement, c'est vrai que c'est pas donné, hein, ces modèles hybrides. En revanche, il y a quand même des avantages. Bon, tu as déjà une prime de 2000 € jusqu'à la fin de l'année, puis 1000 € l'année prochaine. Tu as aussi des avantages fiscaux, certains, notamment si tu es en société, tu n'as pas de TVS. On ne paye pas la carte grise en général, il y a des petites choses comme ça qui mises bout à bout baissent un petit peu la facture. Et tu as un véhicule qui est quand même beaucoup plus polyvalent, parce qu'aujourd'hui ton électrique, effectivement, tu dépends encore énormément, on n'arrête pas de vous le dire, mais on dépend du réseau. En attendant que le réseau soit vraiment installé, avec une voiture comme ça, la question se pose plus, c'est clair. Mais bon, donc on va laisser le suspense aller jusqu'à son comble, mais il va quand même bien falloir qu'on le donne, le prix. Sur ce CLA 250e, on est en prix de départ à 47 000 € à peu près. Hein. Et puis ça monte avec les options, au jeu des options. Là, le modèle qu'on a, qui est une finition AMG Line, on est à près de 60 000 €, allez, 58 000 grosso modo. Ça fait une somme. C'est une somme, hein. On parle d'une compacte quand même. Hein. Alors, à ce prix-là, en revanche, on a tout. Hein. On a tout et on a tout bien comme il faut. Qui est absolument irréprochable. Toutes les aides à la conduite qu'il faut, des sièges chauffants et ventilés, un beau toit ouvrant panoramique. Il y a un truc qu'on n'aime pas. Ouais, mais vraiment que j'aime pas du tout. C'est ça. Ces appuis-têtes là, honnêtement, vous avez la tête qui glisse dans tous les sens. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que ils sont spécifiques à la finition AMG. Prenez une classe A classique. Ils sont jolis pourtant, mais bon. Et vous avez des appuis-têtes confortables, mais là, ça ne l'est pas. C'est dommage. C'est la petite critique parce que pour le reste, moi j'adore. Tu vois, les portes avec habillé en Alcantara. Tu as les boutons. Il y a encore des boutons quand même, tout n'est pas passé au numérique. C'est très intuitif. Le MBUX, franchement, ce système est absolument génial. Et puis surtout, pour tout ce qui est aide à la conduite, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système actuel en termes de conduite semi-autonome. Ouais, c'est vrai que tu aimes bien, toi, le semi-autonome de Mercedes. Alors c'est vrai qu'il est bien fait, il est très prédictif. On peut en fait se laisser conduire tant qu'on a les mains sur le volant. On peut laisser la voiture garder le contrôle de l'allure et ça marche relativement bien, c'est vrai. Ça s'adapte au panneau. Voilà. Tu peux même changer de voie. Tu mets ton clignotant, bon pas sur notre modèle, mais tu mets ton clignotant et la voiture. Elle sait que quand tu arrives à un rond-point, elle va ralentir automatiquement, réaccélérer en sortie. Comme elle prédit les limitations de vitesse, elle te prend pas au dépourvu, elle va décélérer tranquillement avant d'arriver. Et c'est doux, parce que d'autres modèles concurrents ont ces fonctionnalités-là, mais déjà je les trouve quand même moins efficaces et c'est parfois un petit peu plus violent, si tu veux, au niveau des freinages et des réaccélérations. Donc, enfin voilà, moi à date, ça reste encore mon favori. Donc je te sens emballé en fait par la voiture. Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est très joli, ça a une très belle ligne, c'est vrai que je pourrais me laisser tenter.